Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe technique. On est branché, on est en visio en même temps. Donc, bonjour à tous ceux qui sont en ligne également. On va donc vous présenter pour ces portes ouvertes de l'université le module orthophonie, donc les études en orthophonie dans ce centre de formation universitaire en orthophonie qu'on appelait autrefois école d'orthophonie, mais on a changé notre intitulé depuis une dizaine d'années pour bien signifier notre appartenance universitaire. Et c'est pas donc un hasard qu'on soit ici dans l'UFR Médecine pour vous présenter ces études en orthophonie. Un problème? Pas de problème. Donc, on enchaîne, hein. Vas-y, Manuel. Très bien. Alors, on va se présenter déjà, voilà, l'équipe du CFUO. J'ai pris la parole en premier parce que je suis le directeur administratif, donc je m'appelle Florent Hospitalier. Moi, je suis médecin, chirurgien ORL. Je travaille donc au CHU. Je suis professeur des universités, donc j'enseigne également. Je fais de la recherche au niveau de la fac dentaire et je suis aussi donc responsable de la formation en orthophonie. Sur le plan plutôt administratif, sur le plan pédagogique, on a donc deux directrices qui sont ici présentes. Emmanuelle Prudon à ma gauche, qui est orthophoniste, voilà, donc qui est à mi-temps orthophoniste en institution et à mi-temps donc directrice pédagogique ici. À côté, nous avons Christia Gomez, qui elle est linguiste, oui, j'allais dire en sciences du langage, mais c'est un peu la même chose, qui n'est pas orthophoniste, mais qui s'occupe de sciences du langage, donc qui a une formation plutôt universitaire et qui donc fait voilà une formation qui est orthophoniste également, qui travaille donc à mi-temps, elle en libéral et à mi-temps donc au CF pour s'occuper des stages. Et puis nous avons bien sûr notre coordinatrice donc du plateau des écoles paramédicales, Magali Demas, qui est ici, qui s'occupe également de l'orthopsie. Et puis nous avons nos AGAP qui sont pas représentés aujourd'hui, mais qui travaillent avec nous de manière très précieuse. Les AGAP, c'est les secrétaires pour faire plus simple. Pauline Camard, donc, qui est maître de conférence en psychologie, nous aide beaucoup aussi au quotidien, travaille avec nous, fait de l'enseignement dans le CF. Et puis, donc voilà, c'est juste quelques chiffres, mais vous voyez qu'il y a 185 enseignants, ce qui paraît énorme. On a quand même pas mal de modules d'enseignement, 98 sur toute la formation, 98 modules, donc vous faites une moyenne, même si dans la moitié, enfin une partie des modules sont des stages. De stages, on parlait tout à l'heure, notamment avec les... Quoi? Ça veut dire qu'on est passé, 2013, pardon, Grade Master, on est passé de 4 ans à 5 ans d'études. On est donc en formation licence, 3 années, puis Master M1, M2. C'est un Grade Master, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'équivalent, on n'a pas un master comme à l'université, mais on a un grade master, ce qui permet quand même d'évoluer éventuellement vers un doctorat secondairement. Et cette année, il y a la première étudiante, effectivement, qui a poursuivi par un doctorat directement à la suite de ses études et de son diplôme à Nantes. Je ne peux plus passer. Donc, les domaines de compétences des orthophonistes. Donc, on a un domaine de prévention. Donc, pour informer effectivement et prévenir tout ce qui va se passer et tout ce qui est susceptible de se passer pour les personnes. On a un diagnostic orthophonique. Donc, ça aussi, c'est important pour nous d'avoir ce diagnostic orthophonique
Et Ah, on c'est a pas clair. depuis 2023. Ouais, je trouve aussi. Hein. Insupportable. Ouais, moi aussi. Même le. Mince, Il n'y a rien de préparé là, alors, bordel. Là. Oh, ça va, hein, mais c'était pas Il non plus. était ému. Le gars? Le gars, le pastre, celui qui faisait le tutorat, Non, non, le non, médecin, le médecin. il était un peu stressé. Non. Capable. Ah ben si. Sûrement. Ah ben Sûrement. si, ça se voyait. Sûrement. On sait pas du tout. Bah, à la fin, oui. Oui. Et au début, il était un peu Au tendu, début, quand c'est même. normal, le temps que leur c'est le truc. Il Mais bégayait un même petit même peu. le jeune là, bah, moi je serais incapable de faire ce qu'il a fait, hein. Oh, quand même. De parler comme il parlait là, de présenter son Ça truc. vient, ça. non. C'est capable. Si tu serais capable. Il faudrait plus Pouvez-vous faire couper vos peu. micros, s'il vous plaît? On n'entend plus la conférence. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Ah oui, c'est bien. Ça va aller mieux. C'est le désavantage du direct. Alors, je reviens. Pourquoi je ne peux plus passer mes diapos? Oui. Tu peux défiler les domaines de compétences. Donc, on en était au diagnostic orthophonique et depuis octobre 2023, sous certaines conditions, il y a un accès direct. Ça, c'est aussi un élément important. On peut effectivement avoir effectué des soins. Soins, rééducation, accompagnement aussi des familles. Et le domaine de la recherche, qui est aussi très important pour nous. Alors, je vais poursuivre en vous décrivant un petit peu notre champ de compétences et notre champ d'activité en orthophonie qui est très large. À savoir que c'est vraiment un métier où on est au cœur de l'humain et il y a des vraies rencontres avec des gens qui sont à des moments de leur vie qui ne sont pas toujours évidents, puisque nous, on travaille dans le soin. Donc, ils viennent nous voir pour nos compétences et avec une demande d'aide. Donc on a un champ d'activité qui est très large. On peut travailler avec des enfants tout petits, des nourrissons, souvent prématurés, mais pas que, qui pourraient par exemple avoir eu besoin de soins dès la naissance et qui auraient été intubés. Et du coup, on va avoir tout un travail à faire au niveau de cette sphère-là, orofaciale avec eux. On va travailler avec des enfants qui, après, en grandissant, peuvent avoir des difficultés dans l'entrée dans le langage oral, des difficultés à parler, des difficultés à comprendre, des difficultés à entrer dans la lecture, dans l'écriture, des difficultés en mathématiques pour comprendre le nombre, pour raisonner. Donc, on va pouvoir les accompagner, ces enfants-là. Ensuite, si on avance en âge, on a tout un champ d'activités auprès d'adultes qui vont, au cours de leur vie, de par des accidents de la voie publique, par exemple, traumatisme crânien ou dans le cadre de maladies comme la sclérose en plaques, le Covid, ces gens qui pourraient rencontrer des difficultés au niveau cognitif, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire ou qui pourraient avoir perdu ces compétences langagières acquises dans l'enfance. Donc, on va les accompagner. Si je poursuis en âge, on a tout un travail aussi à faire auprès des personnes âgées, des personnes qui avancent dans la vie et qui vont rencontrer des maladies comme la maladie d'Alzheimer, mais aussi toutes les autres maladies qui ressemblent à Alzheimer, mais qui vont avoir leurs propres caractéristiques. On va accompagner ces gens-là, on va les accompagner eux directement et puis leur famille aussi, leurs proches, à comprendre ce qui se passe chez eux, là, ce qui se passe avec la personne de leur entourage. Donc, on a tout un travail à faire directement avec les patients, mais aussi avec les aidants. J'ai balayé notre champ de compétences d'un point de vue chronologique, mais à tous les âges de la vie, on peut rencontrer des personnes qui vont présenter des troubles autistiques, par exemple, qui peuvent présenter du bégaiement, qui peuvent présenter une surdité plus ou moins importante, des personnes qui vont avoir aussi des pathologies ORL. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, de nouveau, on a tout un travail à faire pour que ces personnes, pour que la communication avec leur entourage se passe au mieux. Le cœur de métier, c'est vraiment pour nous la communication. Voilà tout ce qu'on peut faire. Et j'oublie certainement tout un tas de pathologies, mais en tout cas, on a un champ de compétences qui est très, très large. Et donc après, en fonction de là où on va exercer, soit on a une pratique qui est très hétérogènes, soit on va se spécialiser dans un domaine en particulier.
Donc, au niveau des orthophonistes, vous voyez, il y a à peu près 29 000 orthophonistes en France. Bien sûr, c'est une profession, enfin bien sûr, non pas bien sûr, c'est une profession extrêmement féminine. Donc, il y a 3% seulement d'hommes dans la profession. Le type d'exercice, donc en bleu, vous avez essentiellement, vous avez l'exercice en libéral. En orange, c'est l'exercice hospitalier. Et en gris, c'est l'exercice en salarié, mais dans autre que l'hospitalier. En sachant qu'on peut très bien travailler ce qu'on dit en mixte, à la fois en libéral et en salarié. Les pratiques sont différentes. Vous avez une estimation des moyennes au niveau de revenus. Ça ne vous fait pas rêver après 5 ans d'études. Ça ne nous fait pas rêver, mais notre métier est passionnant. C'est la compensation. Je vais compléter pour avoir une idée du salaire, hein, pour vous expliquer comment ça se passe. En fait, on a une clé qui est l'acte médical orthophonique qui est à 2,60 €. Et en fonction des pathologies, des troubles que l'on va prendre en soin, nous, en cabinet, il y a un nombre d'actes qui est défini. Par exemple, alors moi, je travaille en libéral et je travaille beaucoup en contact avec des personnes qui présentent des troubles d'origine neurologique. Je suis à 15 AMO 7 environ par séance. Donc après, vous faites le petit calcul, c'est un produit en croix, 15,7 fois la clé qui vaut 2,60 et ça définit le prix de la séance. C'est la même chose en kiné en fait. La séance, elle est facturée au niveau de la sécurité sociale différemment selon la pathologie qu'on accueille. Et donc, vous avez des moyennes en matière de salaire. À chacun de composer. L'avantage du libéral, c'est qu'on fait notre propre emploi du temps et donc on définit notre charge horaire à la journée, à la semaine, et donc le nombre de patients qu'on va avoir. Et donc en fonction de ça, ça va déterminer notre revenu. Voilà comment ça fonctionne. Mais on est plafonné puisqu'on est une profession réglementée par la sécurité sociale, donc les tarifs sont bien réglementés. Par contre, en salarié, effectivement, nos salaires ne sont pas fonction des pathologies que l'on va rencontrer, mais c'est des grilles qui sont déterminées. L'avantage du salarié, c'est de travailler en équipe et de pouvoir s'appuyer sur une équipe pour réfléchir à propos d'un patient. Donc, il y a des avantages, des inconvénients à chaque pratique. Voilà. Moi, je travaille en salarié uniquement et j'ai toujours travaillé en salarié. C'est une pratique que j'aime beaucoup, justement pour le travail en équipe. Si on parle du travail en équipe, on est vraiment sur une collaboration avec plein de professionnels différents, que ce soit des professionnels de santé ou des enseignants, des éducateurs. Donc, on va collaborer avec le médecin en général, parce que déjà, c'est le médecin prescripteur, même si voilà, il y a cet accès depuis octobre 2023, alors qui n'est pas généralisé, mais on a toujours, l'idée c'est de partager aussi tout autour du patient parce que c'est lui que ça doit servir. Donc, on a ces collaborations avec les médecins, les infirmiers, les orthoptistes, les dentistes et les orthodontistes. Enfin voilà, il y a une multitude de collaborations qui sont très intéressantes et très enrichissantes. Les qualités requises pour être ortho. Il y en a plein. Il y en a plein, mais pas tellement que ça. On les retrouve dans les attendus aussi après pour entrer effectivement dans un CFUO. Donc, il faut une bonne élocution et une orthographe sûre, des capacités de communication, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. De la curiosité à la fois pour la personne que l'on va rencontrer. À chaque fois, chaque nouveau patient, c'est une nouvelle rencontre. La curiosité aussi par rapport aux pathologies qu'on va rencontrer pour s'informer continuellement. De l'écoute, de l'empathie. Il faut aussi avoir un esprit pratique, critique et synthétique. Voilà, grosso modo. Tu veux en rajouter, Leslie ?
Non, tout ce qui nous permet de pouvoir accueillir quelqu'un, de l'écouter avec sa demande là et sa souffrance à un moment donné, et de pouvoir en parallèle réfléchir, faire du lien avec toutes nos connaissances, parfois être en mesure d'aller chercher, comme tu le dis, d'autres informations, parce que je connais pas toutes les pathologies et voilà, il y a toujours chacun est différent dans la maladie. Et puis un esprit logique parce que tu l'as dit, il va falloir qu'on pose un diagnostic. On a un diagnostic orthophonique à poser. Donc c'est faire du lien entre ce que le patient il m'amène, ce qu'il me dit, ce que je connais. Je vais devoir réfléchir pour lui proposer des épreuves de bilan parce qu'on commence par un bilan, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et en fonction des résultats à ce bilan, en fonction des conclusions, en fonction de ma réflexion, je vais pouvoir poser un diagnostic. Et après, il y a tout ce temps de restitution aussi du diagnostic, parce que quelqu'un qui entend un diagnostic, bah, c'est pas évident non plus. Donc, il nous faut toutes ces capacités de communication, effectivement, et d'empathie pour adapter notre discours à la personne qui va être en face de nous et à son entourage. Et puis après, effectivement, on va devoir s'adapter en permanence en fonction des évolutions de notre patient et de ses progrès pour lui proposer toujours des outils qui vont être adaptés aux objectifs de soins qu'on aura définis ensemble et qu'on vise. En France, on compte 22 centres de formation qui accueillent chaque année 998 étudiants au total. Ces centres sont répartis en 11 regroupements, représentés ici par une couleur différente. Alors nous, notre regroupement, il est en jaune. Il représente les regroupements des Bretagnes, des Pays de la Loire. Et ces regroupements incluent Nantes, Brest et Rennes. Pourquoi il y a ça? Non, c'est vous, Florent. Oui, non, simplement un petit mot sur le CFU ici à Nantes. Voilà, ça a été ouvert en 66. On parlait de la création de certificats de capacité en orthophonie en 64. Donc, vous voyez que c'est une des plus anciennes, on va dire, universités qui accueille cette formation. Donc, on avait fêté les 50 ans il y a quelques années. Voilà, donc il y a un historique en termes de direction ici. C'est depuis l'ouverture, finalement, c'est des ORL, les plus anciens jusqu'à moi, qui avons dirigé cette école. C'est une spécificité nantaise, mais pas que. Il y a d'autres ORL dans d'autres CF en France, notamment, je pense à Lille, je pense à Montpellier et d'autres, mais c'est pas une obligation. Donc il y a d'autres régions, ce sont d'autres types d'autres spécialités médicales en lien avec l'orthophonie. Donc ça peut être de la pédopsychiatrie, ça peut être, bon, je sais pas, déjà c'est pas mal. Bon, et d'autres possibilités. À Nantes, nous avons donc, nous sommes hébergés, on va dire, dans l'UFR. Enfin, pas hébergés physiquement, parce que l'enseignement se fait ici dans l'UFR médecine, mais nous appartenons, entre guillemets, à l'UFR médecine. Dans certaines universités, par exemple à Brest, le CFUO est un département universitaire à lui tout seul. D'accord? Il ne dépend pas de l'UFR médecine, donc il est directement en lien avec l'université. Nous sommes sous la coupe de doyen de médecine ici, qui lui-même est sous la coupe de l'université. D'accord? Donc on est un petit, voilà, inclus en médecine, ce qui a des avantages et des inconvénients. On pourra en reparler plus tard si vous voulez, mais voilà. Les promotions ici sont de 47 étudiants. On était à 45 il y a quelques années, on a pu monter de 2, mais pas beaucoup plus, parce que finalement on est contraint par les espaces pour mettre les étudiants physiquement. On a des salles qui sont un peu limitées, donc on ne peut pas monter beaucoup plus. Ça fait de nous quand même le 5e CFU en France en nombre d'étudiants. Donc on a été longtemps le 4e, puis une tour nous est passé devant. Enfin bon, voilà, on est assez proche en nombre. Il y a, on va dire, 3 gros CFUO qui sont Lille, Paris, enfin Paris en premier, Lille et Lyon, Lyon et Lille dans la taille. Paris, Lyon, Lille, ils sont les plus gros. Tours est juste, voilà, ils sont à 50 étudiants, donc comme Nantes à peu près. Et puis après, il y a pas mal de CF qui sont autour de 40 aussi. Donc Nantes, on est dans le regroupement Ouest avec la Bretagne. D'accord? Donc, Nantes est le seul CF dans les Pays de Loire, en région Pays de Loire. Il n'y en a pas à Angers, il n'y en a pas ailleurs. Et en Bretagne, il y en a 2, il y a Rennes et Brest. Donc on est regroupé avec Rennes-Brest. On fait un regroupement donc à 3 CF. On verra ce que ça implique tout à l'heure dans Parcoursup.
Vous avez vu peut-être tout à l'heure rapidement sur la carte des CF en France, il y a parfois des regroupements, ils sont un seul CF. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, à Tours, avant, était inclus avec nous. Hein, c'était une seule grande région, là, la région centre et puis la région Pays de Loire-Bretagne. Et donc, on avait 4 CF. Bon, ça faisait un peu beaucoup, ça a été redécoupé. Mais vous voyez que Toulouse, par exemple, est tout seul aussi. Hein, donc, il y a eu voilà, des découpages qui sont un petit peu parfois étonnants, mais c'était pour essayer de répartir un nombre d'étudiants sur le territoire. Bref. Euh, voilà, donc le 6e regroupement en nombre de places, quand on associe donc Rennes, Brest et Nantes, ce qui fait de Nantes une place assez importante. Hein. Il y a quelques années, Rennes et Brest n'existaient pas. Donc vous voyez qu'en Bretagne, Pays et Loire, il n'y avait que Nantes. Hein, donc ça augmente un peu la possibilité de formation dans l'Ouest, mais ça reste assez peu d'étudiants finalement quand on regarde le regroupement. Alors, notre formation repose sur 3 axes principalement. Donc, on a les savoirs fondamentaux, les compétences spécifiques à l'orthophonie au milieu et les compétences transversales. Donc, dans les premiers blocs, les blocs les plus grands, donc c'est les savoirs fondamentaux, ces savoirs couvrent les bases indispensables à la pratique orthophonique, comme les sciences du langage, la psychologie, l'anatomie, mais aussi des notions sur les systèmes scolaires, les systèmes de santé, l'épidémiologie, la déontologie. On a aussi les compétences spécifiques qui concernent le cœur du métier orthophonique, qui inclut donc les bilans orthophoniques, les diagnostics, la rééducation, la pratique clinique. Et enfin, les compétences transversales qui viennent compléter un peu la formation avec les pratiques comme les maîtrises des langues, spécifiquement l'anglais pour la recherche, les outils numériques et puis les gestes d'urgence. Alors, je vais faire un point sur les stages, puisque donc il y a la formation, comme elle vous a été décrite ici, avec des cours, et puis des stages. Des stages qui évoluent tout au long du cursus, avec pour démarrer des stages en école, pour voir comment ça se passe, pour observer les enfants de manière générale dans leur communication, dans leurs apprentissages aussi. On commence les stages avec des personnes qui ne sont pas malades, des personnes qui vont bien, parce que pour comprendre la maladie, c'est bien aussi de comprendre comment ça se passe quand tout va bien. Donc d'abord des stages en école, ensuite en 2e année des stages en crèche et en EHPAD. Donc là, on va au contact du tout petit et au contact de la personne âgée pour les mêmes raisons, pour aller voir comment elle fonctionne, comment elle communique avec son entourage, comment ça se passe pour elle, comment on peut entrer en relation avec ces tout petits ou avec ces personnes âgées. Et puis à la fin de la 2e année, on commence à se diriger vers le soin. Donc il y a un vrai parallèle avec le cursus, avec d'abord des compétences, des domaines transversaux, donc quelque chose d'assez général, pour petit à petit se diriger vers le soin, à la fois dans les cours et à la fois dans les stages. Donc à la fin de la 2e année, là, premier stage à la rencontre d'orthophonistes en libéral et premier stage en structure de soins. Donc qu'il y ait ou pas des orthophonistes, mais là on demande à nos étudiants d'aller rencontrer des soignants. Et à partir de la 3e année, donc sur la L3, licence 3, Master 1, Master 2, les stages ensuite sont exclusivement au contact d'orthophonistes, donc soit en libéral, soit en structure. Et donc en structure, ça peut être, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, soit des hôpitaux, soit des CESAD, des CEFIS, des CMP, les centres médico-psychologiques, des CMPP, des IME, instituts éduco... Tu m'as dit Instituts médico-éducatifs. Les IME. Il y a des foyers d'accueil médicalisés. Enfin, il y a plein de dispositifs qui existent. Donc voilà. Qu'ils soient la journée ou pour les adultes en résidentiel ou des services qui se déplacent comme les CESAD.
Donc, toutes ces structures d'accueil, enfin, toutes ces structures de soins dans lesquelles on peut être amené à travailler par la suite. Des stages qui vont représenter un tiers du cursus sur les 3 premières années, donc sur la partie licence, pour aller jusqu'à représenter la moitié du cursus, 50% du temps des étudiants en niveau master. Avec principalement une dernière année d'études qui est aujourd'hui coupée en deux, avec un premier semestre de cours et un deuxième semestre quasiment exclusivement réservé à des stages. Donc là, juste avant d'être diplômé et de rentrer dans la pratique et dans la vie active. Voilà pour les stages, des stages qui peuvent se faire en France ou à l'étranger. On a une file active de maîtres de stage aux alentours de 1500 aujourd'hui et qu'on cherche toujours à étoffer. Donc des stages qui peuvent se faire en France, je l'ai dit, ou à l'étranger, ce qui peut permettre aux étudiants qui le souhaitent de bouger le temps de certains stages. On a un stage spécifique en Master 1 qui est un stage recherche, donc là où les étudiants sont amenés à aller découvrir le travail dans un laboratoire de recherche avec des chercheurs, puisque, comme l'ont dit mes collègues, après le Master, on peut poursuivre avec une thèse et dans la recherche. Et donc aujourd'hui, pour vous dire qu'on a beaucoup d'étudiants qui vont faire leur stage recherche au Canada, c'est pas du tout une obligation, mais on en a de plus en plus que ça intéresse bien d'aller faire leur stage à Montréal, par exemple. On en a eu en Suisse aussi. Voilà, donc cette possibilité de bouger, un cursus qui est à Nantes, mais des possibilités en matière de stage avec des jours qui sont, nous on les appelle des jours libérés, c'est-à-dire que pour permettre à nos étudiants d'aller faire ces stages, on leur laisse aussi du temps dans l'année scolaire, et donc sont libérés pour les étudiants en fonction de leur promotion, par exemple entre les licences 3 et les master 1, soit le lundi, soit le vendredi, ce qui peut permettre aux étudiants qui viennent d'autres régions que la région nantaise de pouvoir rentrer chez eux plus facilement le temps de week-end, par exemple, et de trouver des stages dans leur région d'origine. Ça, c'est aussi possible. Donc, on permet cette possibilité-là, enfin, en tout cas pour faciliter aussi ce point-là aux étudiants. Donc des possibilités de stage dans le coin et ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire globalement sur les stages. Alors, Parcoursup. Comme vous le savez probablement, l'accès à la formation ne se fait plus par concours, mais via la plateforme de Parcoursup. Donc, nous sommes dans une formation sélective. Cela signifie que nous évaluons les candidats tout d'abord en fonction de la qualité de leur dossier et puis selon leurs prestations dans un entretien individuel. Aujourd'hui, moins de 10% de postulants parviennent à intégrer un des centres de formation, ce qui souligne les caractères exigeants et compétitifs de la formation, mais ce n'est pas impossible. Donc, sur la plateforme, vous cherchez tout simplement formation orthophoniste. Donc, vous formulez vos vœux. Donc, un vœu correspond à un regroupement et vous pouvez formuler jusqu'à 5 vœux. Donc, vous pouvez postuler à 5 regroupements différents, comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte. Ensuite, si votre candidature est retenue, vous passerez un entretien dans un centre DCF qui vous aura convoqué. Donc, par exemple, si vous postulez au regroupement des Bretagnes et Pays de la Loire, vous pouvez postuler à Nantes et Brest, à Nantes, Brest et Rennes, ou par centre ou par deux, quand vous voulez. Donc, souvent, nous avons plus de demandes à Nantes. Donc, beaucoup des candidats veulent passer leur entretien à Nantes. Malheureusement, nous ne savons pas toujours les places demandées. Donc, dans ces cas-ci, on propose aux candidats de passer leur entretien soit à Brest, soit à Rennes, avec différents horaires.
Normalement, ça marche très bien. Et l'année dernière, on a réussi à placer presque tous les candidats. On a eu un absentéisme de 5% dans les entretiens. Aujourd'hui, la plupart des entretiens se déroulent en présentiel, à l'exception du centre de Lille et le regroupement des Montpellier, Marseille et Nice, qui proposent un entretien à distanciel. Et puis, les droits d'inscription, toujours fixes à 80 €. Alors, le calendrier en 3 étapes. Donc, vous l'avez bien vu, nous sommes dans l'étape numéro 1. Donc, c'est l'étape où vous allez pouvoir consulter les critères d'éléments pris en compte pour l'évaluation des candidatures. Madame Prudon va vous en parler dans un instant elle va vous parler des critères concernant notre formation. Donc, dans cette première étape, je m'informe et je découvre la formation. Ensuite, à partir du 15 janvier jusqu'au 13 mars, jusqu'au 2 avril, vous pouvez formuler vos vœux et créer votre dossier. Vous pouvez le compléter jusqu'au 2 avril, mais n'attendez pas jusqu'au dernier moment pour compléter votre dossier parce que parfois la plateforme peut bloquer, il peut y avoir des bugs informatiques, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, les plus importants, c'est de réunir vos pièces qui vont faire partie de ces dossiers. Nous, on demande notamment les notes du bac pour les étudiants néo-bacheliers, les parcours post-bac pour les étudiants en réorientation et reconversion, et surtout une lettre de motivation. Donc, pour les étudiants en réorientation et reconversion aussi, pensez vraiment à nous fournir les résultats du dernier semestre qui montrent en fait la qualité académique que vous avez actuellement. Et ensuite, la troisième étape qui correspond plutôt à la phase d'admission, c'est une phase qui est importante. Vous devez consulter votre dossier régulièrement et faire attention au délai pour les propositions d'acceptation ou pas des différentes formations. Donc, les attendus, ce qu'on attend de vous pour pouvoir rentrer dans la formation, dans la constitution de votre dossier et aussi les qualités qui sont attendues lors de l'entretien. Donc, on recoupe les qualités qui sont nécessaires, effectivement, pour être orthophoniste, et notamment la solide maîtrise de la langue écrite et de la langue orale. On a le raisonnement logique analysé, puisque c'est des choses qui vont nous servir après dans notre pratique quotidienne, la compréhension des différents concepts qui vont être abordés. Donc, vous n'allez pas essayer d'anticiper sur vos futures études, mais maîtriser là où vous en êtes au niveau néo-bachelier, réorientation ou reconversion. Donc, les capacités de communication et surtout d'adapter sa communication à la situation et à la personne que nous avons en face de nous. Ça nécessite des qualités humaines dans l'accueil des personnes avec de l'empathie, de l'écoute, de la bienveillance. Pour pouvoir travailler et être étudiant en orthophonie et être orthophoniste, vous avez besoin de compétences méthodologiques et comportementale, parce qu'il faut travailler de manière à la fois autonome et avec les autres, ce qui recoupe sur le métier d'orthophoniste toutes nos collaborations avec les différentes personnes. Et il faut travailler de manière responsable. Donc ça, c'est les attendus nationaux. Vous les retrouvez de toute façon notés sur Parcoursup. Donc, l'appréciation de vos dossiers se font
sur les résultats académiques pour ceux qui sont disponibles. Et je rappelle ce que vous a dit Madame Gomez, il est important de noter pour les personnes en réorientation les derniers bulletins et de fournir les derniers bulletins aussi à disposition parce que ça nous montre la qualité du parcours. Les compétences méthodologiques, le savoir-faire et le savoir-être, c'est aussi ça, savoir-faire et savoir-être, ce que vous allez mettre en évidence dans votre lettre de motivation, la cohérence du projet, les engagements, les activités et les centres d'intérêt. Votre lettre de motivation, en fait, il faut qu'elle nous indique pourquoi nous vous choisirions plutôt qu'une autre personne. Donc, travaillez là particulièrement parce que c'est là où vous allez tout synthétiser de vous. C'est court. Donc, ça va être une vraie synthèse. Mais essayez de faire ressortir effectivement ce qui, chez vous, va appeler notre regard sur votre dossier. Donc, l'entretien. Donc, on a d'abord cette sélection sur dossier et puis ensuite, il y aura un temps d'entretien. Donc, vous avez compris, c'est un entretien pour l'ensemble du regroupement. Et ce n'est pas parce que vous passez l'entretien à Brest que vous avez choisi de rentrer à Brest et que vous rentrerez à Brest. Le lieu de passage des entretiens est déconnecté du CFUO dans lequel vous serez admis. Donc voilà, pensez bien à ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Si vous êtes à Brest, ce n'est pas parce que vous n'avez qu'une possibilité de rentrer à Brest. On est vraiment sur des entretiens qui sont conçus et passés ensemble en même temps dans les différentes universités. Donc, on va regarder vos compétences de langage et de communication à l'oral et à l'écrit. Il peut y avoir des épreuves spécifiques et vous pouvez, ça traîne sur Internet un petit peu partout, aller voir ce qui a été fait les autres années, en sachant qu'on change quand même chaque année, même si des fois on vient regarder les mêmes compétences, c'est à travers des choses un petit peu différentes. On va prendre en compte vos compétences relationnelles, en sachant bien sûr que vous serez stressé ce jour-là, c'est normal, mais on en tient compte, et de votre intérêt pour le soin. Voilà, vous ne postulez pas pour être enseignant, vous ne postulez pas pour être psycho ou kiné, c'est vraiment l'orthophonie. Donc, sur le Parcoursup, vraiment dans la plateforme, vous aurez à partir du 24 avril l'annonce de la sélection pour les entretiens. Les personnes qui se désistent, qui ont été sélectionnées pour un entretien et qui finalement ont fait un autre choix d'orientation, doivent nous envoyer un mail dans les 24 heures parce que ça va nous permettre de solliciter d'autres personnes pour les entretiens. En fait, c'est donner sa chance aussi aux autres candidats qui sont un petit peu plus bas sur la liste et on va pouvoir les solliciter. C'est un gros travail. Alors, c'est Madame Gomez et Madame Desmas qui s'en occupent particulièrement de ça. C'est un gros travail, mais on compte vraiment sur vous pour nous renvoyer cette trace écrite que vous n'allez pas vous présenter à l'entretien. Pas simplement, vous ne vous inscrivez pas sur un créneau d'entretien, nous avons besoin du mail vraiment pour valider cela. Les entretiens vont se dérouler les 6 et 7 mai, Nantes, Rennes et Brest, tout le monde en même temps cette année. C'est la première fois que ça nous arrive, on est assez contents de nous. Où sont les filles? Oh non, nous sommes aussi. Nous avons une représentation. Oui, il y a des filles, il y a un homme, il y a plein de monde. Sur les étudiants de l'Info qui sont une ressource pour vous qui souhaitez postuler dans un CFUO. Et voilà, il y a l'Info qui accompagne tout au long des études aussi. Je vous laisse la parole.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Gabriel et moi, nous sommes les VP admission, donc vice-président de l'admission. On est responsable de vous accompagner, notamment dans la rédaction de votre dossier Parcoursup, ou de vous accompagner pour que vous puissiez essayer au mieux de rentrer dans le CF de Nantes plus particulièrement, parce qu'on fait partie de l'association donc de l'Enfo. Donc, je te laisse. C'est l'association nantaise des futurs orthophonistes. Donc, c'est une association qui est hyper complète. Il y a plein de postes. Et en fait, on va accompagner tous les étudiants en orthophonie, autant de la première année jusqu'à la 5e année. On va être chargé d'organiser tout ce qui va être les activités, tout ce qui va être aussi extrascolaire, histoire d'avoir une vie étudiante un peu pétillante. Voilà. Et puis surtout, si vous voulez, donc il y a plein de comptes Instagram pour avoir toutes les informations, notamment sur l'admission. On vous laissera aller jeter un coup d'œil. Et on a la chance aussi d'avoir de la com événementielle, s'ils veulent dire un petit mot. Bonjour. Alors nous, on fait partie de la com événementielle, donc on organise tout ce qui concerne la vie étudiante, les soirées, le week-end denté et tout. Voilà, on espère vous retrouver l'année prochaine pour vous accueillir comme il se doit. On arrive donc au temps d'échanges et de questions-réponses avec vous, également avec les personnes en ligne sur le chat. On a identifié une première question en ligne, alors peut-être que vous les êtes posée aussi. Cette question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des frais d'inscription sur Parcoursup de l'ordre de 80 €? Donc, les 80 € sont 80 € pour un regroupement. On va reprendre que notre exemple de regroupement. Si vous postulez et vous choisissez les 3 CFUO du regroupement, donc Brest, Rennes et Nantes, vous payez juste une fois 80 € sur Parcoursup. Ces 80 €, les boursiers sont dispensés du paiement des 80 €. S'ils sont boursiers pour leurs études, effectivement, il faut aussi une aide pour l'inscription. Et la question, c'était à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à rémunérer les personnes qui vont étudier les dossiers et ça sert à rémunérer les personnes qui vont faire passer les entretiens. Voilà, c'est tout simple. Donc, c'est pas... Parce que la question se pose souvent, parfois, des personnes qui ne sont pas admises demandent le remboursement de ces 80 €. Mais leur dossier a quand même été étudié et ça a quand même généré des frais pour le CFUO. Voilà. Ça, c'était l'aspect financier. On nous demande en ligne, peut-être que c'est aussi une question que vous posez, s'il y a des options à privilégier au lycée, à mettre en avant pour ensuite pouvoir intégrer le CFUO. Ce que je vous propose, c'est qu'avant que nous, on réponde à ça, peut-être que vous pouvez nous partager un peu votre cursus pour montrer quand même la diversité des étudiants au sein du CF. Alors, donc c'est vrai qu'en orthophonie, il y a une diversité de profils qui se montre vraiment bien dans les diverses promos. Donc, par exemple, moi, j'ai fait un bac scientifique. Donc, j'avais en première l'aspect maths, physique et SVT. Et j'ai gardé l'aspect SVT, physique, chimie. Et j'ai pris l'option maths complémentaire en terminale. Donc, c'est vrai que ça reste très scientifique. Mais il y a aussi des matières littéraires en orthophonie. Donc, c'est vrai qu'il y a une diversité des matières et c'est pas parce qu'on a un profil plus ou moins littéraire ou scientifique que ça va nous empêcher de réussir. Justement, donc, dans notre promo, on a par exemple Adrien, un profil plutôt littéraire, donc je lui passe le micro. Alors, avant d'entrer en école d'ortho, j'étais étudiant en première année de prépa littéraire. Donc, il y a un peu rien à voir avec l'ortho, mais je m'y retrouve et je suis le seul garçon et malgré nos différences, tout le monde trouve sa place, peu importe nos études et nos choix. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pardon, on est en stage en ce moment en maternelle. Donc je recommande à tous ceux qui prévoient de passer une semaine en maternelle de porter un masque. Bon, moi, si je suis là, c'est parce que je suis vieille. J'ai 34 ans, je m'appelle Camille et je suis donc en reconversion professionnelle. Les filles m'ont fait venir pour représenter les mamans de la promo. Et il y en a, on est quand même 5-6 chaque année à se reconvertir. Ça se passe très bien. Il y a une entraide incroyable.
entre tous les âges, ça n'a plus aucune importance. Elles sont adorables avec moi, elles ont accepté que je ne maîtrise pas l'Instagram immédiatement. Ça a été très gentil. Et moi, je pense aussi qu'avec notre expérience, bah, on apporte aussi, je pense quand même à la promo aussi. Voilà, moi, j'ai fait 2 ans de prépa scientifique. J'ai eu mon bac en 2008, donc ça remonte un petit peu. Bac S, 2 ans de prépa scientifique. Et au lieu de faire une école d'ingénieur, j'avais déjà fait un premier changement pour devenir traductrice. J'ai fait la grande école de traduction à Paris. Je suis devenue traductrice spécialisée en traduction scientifique, en anglais et en chinois. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous parler en chinois, même si ça me démange. J'étais aussi enseignante à l'université à la Sorbonne à Paris. Et quand j'ai eu ma fille, ça a un peu tout bouleversé pour moi. Pendant mon congé parental, j'ai beaucoup réfléchi et je suis revenue vers un métier du soin. Ça a été beaucoup souligné dans la présentation. C'est ça, je pense, qui est le point commun entre nous toutes, c'est cette envie de vraiment aider, tout simplement, de venir soigner. Et c'est ça qui m'a ramenée vers l'orthophonie, qui était un petit rêve, un rêve de petite fille en réalité. Donc je suis revenue vers l'orthophonie. Je parle déjà beaucoup. Je ne sais pas si peut-être qu'on me posera des questions peut-être plus Ce tard. qui veut dire qu'au-delà des options aussi choisies en amont et du parcours avec ces grandes lignes littéraires ou scientifiques, là, on a des exemples de néo-bacheliers, de gens qui étaient en réorientation, donc réorientation, qui avaient choisi d'autres parcours universitaires et hop, qui bifurquent, et reconversion, qui avaient vraiment une vie professionnelle avant et qui se relancent dans les études. Donc là, on a tous les schémas possibles. Ce qui est important, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous épanouit, avec où vous pouvez aussi avoir de bons résultats. C'est important de garder, alors même si vous êtes dans une filière littéraire, de garder en tête qu'en orthophonie, il y a des enseignements scientifiques et qu'il va falloir vous garder un niveau quand même, parce qu'on n'a pas de cours de remise à niveau lors des études. Et pareil, quand on est plus au niveau scientifique, il faut garder des compétences nécessaires pour suivre les enseignements en orthophonie. Voilà, c'est un équilibre que vous ont dit les étudiants, c'est que finalement, peu importe, mais d'avoir des compétences et de le garder en tête et que peut-être certains vont devoir plus retravailler un domaine. En première année, on le revoit. Des choses comme ça, vous pouvez peut-être en témoigner, c'est souvent plus difficile. Enfin, c'est souvent plus difficile. Au niveau, ceux qui viennent d'une filière littéraire ont peut-être un peu plus à aller rechercher des choses en première année, mais vous y arrivez. Voilà. Juste un petit commentaire par rapport à l'entrée en orthophonie. Il y a encore quelques années, on était sur un modèle de concours d'entrée, hein, vous le savez certainement. Parcoursup, c'est depuis 2020, je crois, à peu près. C'est ça, hein, 19, 20, je sais plus. Bon, bref. Et donc, le concours faisait qu'il y avait souvent une prépa qui était faite avant. Donc, les jeunes qui sortaient du lycée avec le bac étaient rarement pris d'emblée au concours. Pourquoi? C'est des concours qui étaient très sélectifs. Et donc, souvent, il y avait un bachotage important pour réussir. D'accord? Donc, on se retrouvait avec des étudiants en première année qui étaient rarement des néo-bacheliers, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui sortent avec le bac en poche et qui arrivent en première année. Ça s'est quand même pas mal modifié depuis Parcoursup. Hein, on a beaucoup plus de néo-bacheliers, donc de jeunes qui sortent avec le bac et qui peuvent intégrer directement la formation sans avoir à faire ces années de prépa qui n'étaient pas forcément des années très constructives. Donc quand même, c'est ce qu'a apporté Parcoursup. Donc on voit que dans nos promos aujourd'hui, on a beaucoup plus de néo-bacheliers. Peut-être vous pouvez nous dire à peu près votre proportion. 35 sur 47, voilà. Faites le pourcentage. Ce qui Alors fait... qu'avant, c'était l'inverse, hein, c'était plutôt rare. Pardon, ce qui fait écho à une question du chat, Emmanuel, peut-être que je vais te la retranscrire, qui demandait un petit peu est-ce que les chances étaient réduites pour les gens qui étaient en reconversion et en réorientation, ou est-ce qu'ils avaient les mêmes chances que les néo-bacheliers, justement? C'est pas parce qu'il y a plus de néo-bacheliers, nous n'avons pas de place réservée et on n'a pas du tout de quota en tête entre néo-bacheliers, réorientation, reconversion. En fait, on choisit vraiment les meilleurs dossiers, quelles que soient les provenances en fait
des personnes. Question en ligne du chat sur les 80 € et les histoires de regroupement. Donc, si je récapitule, vous payez 80 € pour candidater par regroupement, mais effectivement, vous pouvez du coup être amené, si vous avez candidaté dans plusieurs regroupements, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais vous pouvez être amené à faire du coup plusieurs entretiens. Si vous êtes sélectionné dans plusieurs regroupements. Et on l'a dit, les entretiens, en tout cas chez nous, dans notre regroupement, ils sont en présentiel. Donc, effectivement, a été posée la question des ultramarins ou des candidats qui sont à l'étranger. En tout cas, pour le regroupement Pays de la Loire, enfin le groupement Grand Ouest, ce sera en présentiel. Oui, pour ces personnes qui sont ailleurs, qui sont dans les territoires outre-mer, il faut privilégier les centres comme Lille ou les regroupements Montpellier, Nice et Marseille qui proposent des entretiens en distanciel. Il faut vraiment il faut postuler dans ces regroupements-là pour pouvoir avoir un entretien à distanciel. Ont été posées la question des cours aussi, des cours en présentiel. Ben oui, la majorité des cours, elle se fait en présentiel. Et donc, pour les candidats qui sont justement loin ou les ultramarins, ça implique un déplacement en métropole. On l'a dit, le cœur du métier, c'est la communication. Et donc, c'est vraiment important d'être aussi au maximum en face à face avec les intervenants qui font le cursus, en sachant que la majorité des professeurs, des enseignants sont des personnes qui ont une activité soignante en parallèle, donc qui viennent vraiment aussi partager leurs expériences cliniques. Donc c'est important là d'être en face à face. Par rapport au cursus, j'ai aussi identifié une question quant à la densité du cursus et la possibilité de pouvoir exercer un petit travail à côté pour financer ses études. Alors, avoir un petit job, c'est possible dans une juste mesure. Il faut vraiment avoir en tête que c'est un cursus qui est dense en orthophonie. On en a conscience, peut-être un peu trop. En tout cas, ça demande beaucoup d'investissement avec des grands volumes horaires en matière d'emploi du temps. Et après, en plus des cours, donc les stages à réaliser, même si tout ça, c'est bien prévu dans le calendrier. Hein, il y a la place pour avoir et les cours et les stages, mais le cursus est dense et il demande beaucoup de travail, des notions qui sont assez vastes. On l'a vu dans les compétences qui sont travaillées, ces compétences transversales et après qui sont spécifiques à la profession. Donc oui, il faut travailler, il faut être prêt à travailler. Ces 5 ans qui sont pas forcément évidentes pour arriver à un métier formidable, mais il faut travailler. Et donc voilà, en même temps, chapeau quand on arrive à mener en parallèle une vie de famille et son cursus, mais ça demande beaucoup d'énergie. Un petit commentaire sur le déroulement des études, là aussi. Donc, 2 premières années qui vont être beaucoup plus théoriques, hein. Ça, c'est clair. On le dit à l'entrée des étudiants lors de l'accueil en première année, où il faut un peu s'accrocher parce qu'il y a quand même pas mal d'enseignements. On est sur du théorique, on n'est pas encore dans la pratique professionnelle, on n'est pas encore dans le soin, on n'est pas encore dans la pathologie. Et donc, parfois, il y a certaines matières, c'est des UE, des unités d'enseignement, qui peuvent être un petit peu ardues pour certaines ou certains. Voilà, et on sait que voilà, il faut quand même avoir Imaginez que les 2 premières années, alors c'est le début des stages quand même, heureusement, mais les 2 premières années vont être un peu plus théoriques, on va dire, et qu'à partir de la 3e année, ça va se détendre, on va être plus sur la pathologie et puis découvrir le soin. Et après 4e et 5e année, on est vraiment à fond dans la pratique professionnelle. Donc voilà, les sourires arrivent un peu plus en fin de cursus. Voilà. Mais c'est vrai que bon, voilà, au début, on est sur du théorique avec des enseignements parfois scientifiques, vraiment scientifiques, parfois plus littéraires aussi, mais voilà. Il faut être assez équilibré en fait en termes de schéma. Il ne faut pas être que littéraire ou que scientifique. Il faut vraiment être ouvert un peu à tout et être capable de travailler toutes ces matières-là. À ceux qui se posaient la question d'avoir une idée de l'emploi du temps des étudiants, là, on vous renvoie, nous, vers l'association qui, je pense, pourra vous communiquer à titre indicatif un exemple de semaine de cours. Voilà. Et puis... Il y a la demande aussi sur les personnes qui sont en reconversion, passent bien également par Parcoursup. Si elles ont des relevés de notes, voilà, si ça date de 2-3 ans, pourquoi pas nous les fournir, des notes universitaires. Si
ça date d'il y a 10 ans, ça va être l'expérience professionnelle. Mentionner effectivement si le diplôme a été obtenu, par exemple, avec une mention, parce que mettre en valeur, voilà ce qui a été fait. Mais voilà, il y a 10 ans, on va aussi se baser sur l'expérience professionnelle. Et fournir les notes, c'est même si c'est dans une filière qui est tout autre que celle de l'orthophonie et qui n'a pas du tout de rapport avec l'orthophonie. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en valeur ce que vous avez fait, même si ce n'est pas en lien avec l'orthophonie. Je complète notes et diplôme. Oui, bonjour. En tant que maman de peut-être d'une future étudiante, j'ai une question un peu terre à terre. Je voudrais connaître le tarif de ces années d'études, enfin le prix pour l'année. Et merci. 539 €. C'est précis. Alors, ça dépend si on est néo-bachelier ou si on est en reconversion. Parce que reconversion, quand vous dites c'est bien plus que ça, parce qu'en reconversion, c'est via la formation continue. Et le tarif, effectivement, est différent. Mais non, pas mensuel, là, on est à un tarif annuel. Ce sont les frais d'inscription à c'est les l'université. frais d'inscription universitaire. Alors. Donc, on est aux alentours de 500 € à l'année, ce qui correspond vraiment aux frais d'inscription à la fac. En sachant que, effectivement, en fonction des revenus, vous pouvez solliciter les bourses, et auquel cas, voilà, Vous ne payez ce pas qui peut les être frais gratuit, universitaires si vous êtes boursier. C'est même pas diminué si on n'en paye pas. Ouais. OK. Comme effectivement, les boursiers ne payent pas les frais d'inscription dans un regroupement sur Parcoursup. Oui. On vous apporte un micro. On va essayer effectivement de privilégier un peu les questions là, de la salle. On l'a dit, on est un métier de communication. On regardera après sur le chat s'il y en a d'autres. Bonjour, moi ma question c'était par rapport aux conditions d'admission. Donc il faut être bachelier. Vous avez parlé des filières générales. Est-ce que vous acceptez les filières technologiques? Et est-ce que tous les CFO les acceptent ou certains ne les acceptent pas? Tu réponds? Oui, bien sûr, on a effectivement voilà, des filières scientifiques, littéraires, etc. Mais il y a aussi STMG, technologie. Il y a vraiment tout un panel des filières qui sont sur Parcoursup et qu'on évalue au même titre que toutes les autres filières. C'est valable pour tout et c'est des étudiants qui réussissent pareil. Si on fait un résumé, prenez des options qui vous plaisent. Prenez des options au lycée qui vous plaisent et dans lesquelles vous allez prendre du plaisir à apprendre et où vous aurez plus de chances d'avoir des bonnes notes. Bonjour. J'avais une question concernant l'admission. Est-ce que vous étudiez toutes les candidatures ou est-ce qu'il y en a certaines qui sont écartées par l'algorithme de Parcoursup avant de vous parvenir? Et si c'est le cas, sur quels critères? Nous étudions toutes les candidatures et nous, on les fait manuellement. Il faut le préciser. Enfin, dans notre regroupement, on prend tous les dossiers. On a aujourd'hui une trentaine d'évaluateurs, Emmanuel, si je me rappelle bien. Chacun prend, je sais pas, 50, 100 dossiers. On regarde tout. Les notes, les lettres de motivation, comment dire? Les pièces complémentaires. Toutes les pièces complémentaires, tout ce qui est dans les dossiers. Donc, on regarde tout manuellement. Ça fait du boulot, hein. Oui, c'est beaucoup de boulot et c'est aussi ce qui justifie les 80 €, on les utilise en fait, avec du travail derrière. Alors, on a une autre question par là-bas. Bonjour. Je voulais savoir si les domaines de compétences étaient nationaux et c'est les mêmes domaines qui vont être demandés dans tous les centres de formation, que ce soit, comme vous parliez, soit Montpellier, Nice. Alors, les critères de sélection, les attendus sont nationaux. Donc ça, la déclinaison des attendus nationaux, alors ils vont
tous être examinés dans tous les CFUO, mais chacun va peut-être mettre un petit point focal un tout petit peu plus sur un point. Ce qui fait que parfois, des gens sont acceptés dans un regroupement et pas dans un autre. Si c'était ça derrière votre question aussi. Et surtout, l'enseignement au niveau des domaines de compétences, c'est les mêmes, c'est national. Sur les domaines de compétences des orthophonistes, oui, il est national. Enfin, voilà, on peut travailler n'importe où en France, dès l'instant où on est orthophoniste. Les années sont validées comment? Alors, les années sont validées dans chaque... alors, ce qui correspondait aux matières, mais maintenant, c'est des unités d'enseignement. Donc, chaque semestre est validé par des examens. Donc, vous devez valider, on doit valider toutes les unités d'enseignement à chaque fois sur chaque semestre. Et quand on a tout validé, on passe dans l'année supérieure. Il y a une possibilité de dette due, mais pas tout. Par exemple, les stages, ça ne passe pas en dette due. Donc, il y a les examens, mais il y a aussi des contrôles continus. Ça dépend de l'UE. C'est vraiment selon la demande de l'enseignant ou des étudiants. Et ça passe au conseil d'administration. Voilà. Donc, soit c'est des contrôles continus, soit des examens qui sont communiqués en avance. Vous êtes à la fac, donc en fait, il y aura les partiels en janvier, d'autres partiels en juin, avec des sessions de rattrapage. Et chaque UE, chaque unité d'enseignement enseignée et évaluée vous rapporte un crédit ECTS, c'est les crédits, c'est européen à la fac. Et donc, il faut tant de crédits à cumuler pour valider une L1, une L2, une L3, et après, voilà, cumuler jusqu'au master. Et j'avais juste une dernière question. À l'issue des 5 années, est-ce qu'il y a des étudiants qui restent, alors, qui n'arrivent pas à aller au bout des 5 années, ou est-ce qu'il y a, au bout des 5 années, il y a je ne vais pas dire 100% de réussite, mais vous devenez orthophoniste, enfin les étudiants deviennent orthophonistes au bout de 5 ans, ou est-ce que voilà, il y a des étudiants qui ont fait 3, 4 années et qui ont Alors, du mal ça va rejoindre une question qui est aussi en ligne sur le chat. Donc, l'idée, c'est d'être orthophoniste à la fin du cursus. C'est un cursus qui ne vous mènera que vers l'orthophonie. C'est vraiment important de l'avoir en tête. Il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle. Si vous arrêtez à la fin de la L3 et que vous avez validé vos 3 années, votre licence, on n'a pas un niveau licence en orthophonie qui vous permettra d'intégrer un autre cursus avec ce niveau-là. C'est soit vous faites orthophonie jusqu'au bout, mais c'est ça, on ne peut pas bifurquer vers d'autres filières comme ça. Après, est-ce que les étudiants vont au bout? Majoritairement, oui. Après, voilà, la vie fait que, en fonction des parcours de vie, des histoires de vie de chacun, certains étudiants peuvent être amenés à parfois rencontrer des difficultés dans le cursus, auquel cas on essaye, on a la chance d'être quand même, alors même si on l'a dit, on est un gros CF, entre guillemets, enfin le 5e à l'échelle nationale, on essaye autant que possible d'être vraiment en relation avec les étudiants et de les accompagner lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Donc, il y a la possibilité à la fac d'aménager, si besoin, le cursus. Mais globalement, la plupart des étudiants vont au bout. Alors, effectivement, s'il y a eu des aménagements, si les histoires de vie ont amené l'étudiant à parfois mettre le cursus entre parenthèses. Peut-être ce cursus, au lieu de prendre 5 ans comme initialement prévu, il en prendra un peu plus. Mais dans la majeure partie des cas, les étudiants qui rentrent ressortent diplômés. Alors, il y a eu la question, pardon, je reprends une question du chat entre deux, une question de passerelle pour rentrer en orthophonie. Donc, rentrer, par exemple, directement en 2e année, ces passerelles n'existent pas. On rentre en première année, quel que soit notre cursus antérieur. Par contre, il peut y avoir des validations d'UE. Donc, ça veut dire que, alors, il y a des dates à respecter où les étudiants créent un dossier et nous renseignent, et c'est les enseignants de ces UE-là qui vont nous indiquer si pour eux le programme est identique et les étudiants peuvent se dispenser de venir en cours et de passer l'examen. Validation d'acquis. Et on peut faire autant de demandes que l'on veut.
Par exemple, quelqu'un qui était enseignant, il peut demander à valider certaines UE qui vont être spécifiquement en lien avec le système scolaire, par exemple, ou certains stages. Enfin, tout est possible pour les gens qui sont en reconversion en fonction de leur passé. On étudie les demandes au regard du cursus. Mais l'important, c'est aussi le respect du calendrier parce qu'on ne peut pas traiter les demandes une à une. On est dans une université, il y a des processus à respecter et des calendriers à respecter. Oui, j'avais une question liée à Parcoursup. Vous parliez tout à l'heure de la possibilité de pouvoir postuler à plusieurs regroupements. Comment ça se passe dans le cas, alors ça serait génial, hein, mais de quelqu'un qui serait reçu à plusieurs CFUO? Est-ce qu'il y a une réponse à apporter tout de suite et un engagement pris au premier CFUO qui rend réponse ou enfin voilà comment ça se passe à ce sujet-là? Si vous êtes accepté, vous faites le choix. Il y a cette option oui, si, oui, mais. Ah non. Alors, par contre, oui, les dates, vous n'avez pas les résultats tout de suite suite à l'entretien. Nous, on remonte les résultats via Parcoursup et c'est Parcoursup qui va faire les propositions, enfin, qui va vous renvoyer si vous êtes accepté ou non et ce sera tous les CFUO en même temps. Donc, il n'y aura pas de question de date à se dire. Alors, après, pour un oui tout de suite. Par contre, des fois, on peut se dire, on n'est pas très, très loin. On a passé l'entretien et finalement, ce CF-là nous intéresserait plus. Et il y a la possibilité, comme le disait Madame Gomez, c'est des oui, oui si ou oui mais, je ne sais plus. Il y a un conditionnel, mais… Qui permettent d'attendre pour voir si jamais il y a des désistements sur les appelés dans le premier CFUO mais il y a des délais très courts. C'est Parcoursup qui s'en occupe et c'est très, très court. Nous, on n'a aucune prise là sur les propositions après qui sont faites. Donc, il faut être réactif quand même, surveiller les résultats de Parcoursup, mais vous avez cette possibilité de valider un peu sous réserve en attendant de voir ce que ça donne dans les autres CF. Oui, vous savez quand même un petit temps des réflexions, il me semble de 2-3 jours à chaque fois, mais c'est vraiment Parcoursup qui vous donne ces délais. Nous, on n'a pas du tout. Nous, on les voit, mais on ne peut pas influencer dessus. Il y avait une autre question, d'abord là-haut. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, vous avez évoqué l'admission sur Parcoursup et avec les personnes qui étudient nos dossiers, mais est-ce qu'en fonction des CFUO dans un regroupement, notre dossier il est étudié pareil? C'est-à-dire que si par exemple moi je postule à Brest ou je postule à Nantes, mon dossier il n'est pas étudié pareil en fonction des attendus de Parcoursup ou c'est la même chose? Nous, on ne sait pas où est-ce que vous postulez dans le regroupement. On sait que vous avez postulé dans le regroupement, mais on n'a pas l'information sur quel CF vous postulez. Donc, votre dossier, il va être réparti sur des examinateurs, mais qui soient à Nantes, à Brest ou à Rennes, enfin, qui dépendent qu'ils aient été recrutés par Nantes, Brest et Rennes. En tout cas, les critères d'évaluation sont exactement les mêmes au sein du regroupement. Mais il n'y a pas plus de risque d'avoir une différence de traitement de dossier et on vérifie, on a des allers-retours entre nous assez importants dans l'étude des dossiers entre des personnes dont le dossier aurait été étudié par des gens qui sont à Brest ou des gens qui sont à Nantes. On est vraiment sur une globalité. À ceux qui posent la question dans le chat de ce qu'il faut mettre dans votre dossier sur Parcoursup ou autre, les grandes lignes, elles vous ont été données sur les attendus. Après, ce que vous choisissez de mettre en avant, ça vous appartient dans votre histoire personnelle, dans qui vous êtes et ce que vous faites. J'ai vu passer des questions sur, voilà, est-ce que je dois mettre en avant des voyages en humanitaire, des voyages à l'étranger? Ça vous appartient.